Take a Break, l'émission qui traite de l'actualité numérique et digitale en 2020. Aujourd'hui, on va parler espace, on va parler SpaceX, on va parler du paradoxe de Fermi. Quelques petites news, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve Tandem 2.0, Take a Break, l'émission technologique sur Tandem 2.0 avec moi, Jérôme. Jérôme, bonjour. Salut David. Ça va? Ouais. Super. Est-ce que tu es prêt pour l'émission d'aujourd'hui? Prêt, on va voyager aujourd'hui. On va voyager loin, on va voyager de plus en plus loin, mais on va aller très très loin dans le temps et dans l'espace. On va parler de SpaceX, on va parler du paradoxe de Fermi, on va parler de quelques petites brèves de news, on va parler d'Israël et de voyage spatial. Regarde, on va commencer par SpaceX. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que tu sais ce que c'est que SpaceX? Non, c'est quoi SpaceX? Alors SpaceX, c'est une société, SpaceX, on imagine que c'est quelque chose qui va nous amener dans l'espace. C'est pas exactement l'inconnu ce que de c'est. l'espace. Complètement. Fondé en 2002 par l'entrepreneur et le génie Elon Musk. Alors lui, son nom me fait penser à la voiture, à Tesla. Tesla, exactement, voiture électrique, à PayPal aussi, parce que c'est lui qui a fondé PayPal et qui l'a revendu un petit peu plus tard. Il a fait énormément d'argent, c'est fait partie des plus grosses fortunes aujourd'hui dans le monde avec Bill Gates, Jeff Bezos. Jeff Bezos qui est aussi, est-ce que tu sais c'est quoi la société concurrente de SpaceX qu'il a fondée? Jeff Bezos, c'est Amazon? C'est Amazon, exactement. Il a fondé une société qui s'appelle Blue Origin. Blue Origin. La même chose que SpaceX. Pour faire très simple, l'objectif de SpaceX, c'est tout simplement d'aller conquérir Mars. Juste ça, voilà. L'objectif de SpaceX, c'est d'aller conquérir Mars. Donc on n'est plus à la découverte là. Là, on n'est plus dans la découverte, on ne cherche plus quelque chose, on veut conquérir, on veut installer une base spatiale pour amener une partie de la population pour se développer sur Mars. Alors, SpaceX, vous le voyez actuellement sur votre écran, il a eu une idée un petit peu folle pour faire un petit peu le buzz. En fait, il a mergé, il a agrégé les deux sociétés. Il a tout simplement envoyé une Tesla le Tesla Roadster, dans l'espace. Il a pris une trajectoire qui était une trajectoire safe, qui ne pouvait pas rentrer en collision avec un objet qui était dans l'espace. Il a mis un cosmonaute dedans, ou en tout cas il a mis une poupée avec une tenue de cosmonaute. Il l'a envoyé dans l'espace, il a joué une musique. Petite question, est-ce que tu crois que la musique on l'entend dans l'espace? Est-ce qu'on entend de la musique dans l'espace? Parce que là, en fait, quand la voiture est partie, il a mis une musique qui tourne en boucle. En mode décapotable? En mode décapotable. Non, j'ai envie de dire non. Alors pourquoi? Non, je sais pas. Tout simplement, comment est-ce que le son se propage? Il faut de l'air. Il se propage avec de l'air. Ouais. Est-ce qu'il y a de l'air dans l'espace? Il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air. Dans l'espace. Donc forcément, il n'y a pas de son. On n'entend pas. D'accord. Tu sais, c'est dans le film Interstellar, je crois, ou je ne sais plus c'est dans quel film, où on te dit vous pouvez crier dans l'espace, personne ne vous entendra. Tout simplement, en fait, c'est vrai, puisqu'il n'y a pas d'air dans l'espace, donc il n'y a pas de son dans l'espace. SpaceX, c'est quand même sacrément fou. Je voulais te parler de deux projets principaux. Le premier, donc, c'est coloniser l'espace. Le deuxième, c'est Starlink. Starlink, en fait, c'est un projet qui a été annoncé en 2015 par Elon Musk. Tout simplement, en fait, c'est une constellation de satellites qui va fournir Internet au monde entier, peu importe où tu es. Actuellement, il y a 833 satellites qui tournent autour de notre Terre, qui sont des satellites SpaceX. Elon Musk, il a eu l'autorisation d'en envoyer 12 000. Et il y a quelques mois, il en a demandé 30 000 en plus. Voilà. Alors, excuse-moi, Internet, satellite, ça veut dire qu'aujourd'hui, on utilise des bornes. Alors aujourd'hui, en fait, quand on parle d'Internet, en fait, c'est un Internet qui est vraiment terrien, entre guillemets. C'est-à-dire que tu vas avoir un câble, il va y avoir des câbles souterrains qui vont connecter les différents serveurs qui sont aux États-Unis, en Europe, en Asie, et des câbles, en fait, qui sont des câbles sous-marins, qui sont des énormes câbles qui passent dans la mer. Et en fait, tu vas avoir Internet comme ça, en fait. C'est-à-dire que quand tu vas demander à Google, donne-moi une page, tu vas envoyer, en fait, une requête de ton téléphone vers ta box. Ta box va aller dans ce fameux tube souterrain aux États-Unis. Il va aller voir Google, il va taper à la porte du serveur de Google, il va lui dire « J'aimerais que tu me donnes cette page ». La page revient et tu l'as sur ton téléphone. Quand on parle d'Internet par satellite, c'est-à-dire qu'au lieu que ton téléphone envoie vers ta box, ton téléphone va envoyer dans le satellite de chez Google, de chez Starlab, et lui, en fait, il va tout simplement dire « Ok, où est-ce que j'ai un serveur, moi, physiquement,
qui est proche de chez Google, il va envoyer cette donnée, et après, avec un câble qui est beaucoup plus proche que toi vis-à-vis de Google, l'information va aller chez Google, revenir dans ce serveur, repartir dans le satellite, revenir chez toi. Okay, donc c'est ça un petit peu l'idée d'avoir ce qu'on appelle une constellation de satellites. Le mot est fort, hein, c'est une vraie constellation. C'est-à-dire qu'il y en a actuellement, là, c'est-à-dire que techniquement, si tu regardes au-dessus de toi, il y a 833 satellites Starlink qui appartiennent à la société Elon Musk, qui techniquement pourraient te donner accès à Internet sans avoir besoin de 4G, sans avoir besoin de câbles, sans avoir besoin de box. C'est-à-dire que peu importe où tu es, tu pourras avoir accès à Internet. Je te disais, ils ont eu un accord de 12 000. C'est énorme, 12 000. Ils en sont à 833 et ils ont déjà demandé un accord supplémentaire. Enfin, ils ont fait une requête en demandant 30 000 de plus, ce qui veut dire que techniquement, ils pourraient avoir 42 000 satellites de SpaceX, tu vois, les chiffres sont quand même assez vertigineux, qui te donneraient accès à Internet de partout. Alors, est-ce que ça concurrencerait pas la 5G ? On ne sait pas exactement quelle est la stratégie à long terme de SpaceX quand on voit aujourd'hui ce que fait la 5G. Est-ce que ça va fonctionner en même temps ? On a aussi le projet Internet de Facebook qui est à peu près la même chose. Facebook ont la volonté aujourd'hui de faire à peu près la même chose, c'est-à-dire d'envoyer en fait tout un tas de satellites. Alors c'est des satellites ou c'est des ballons, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, ils ont cette volonté aussi d'avoir cette espèce de constellation de satellites qui pourrait donner accès à Internet à n'importe qui, et c'est principalement les pays émergents. Plutôt que de tirer des câbles en Afrique, etc. Ben en fait, oui, parce que j'avais pensé aux milliards et demi ou aux 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'Internet. Exactement. Ça, c'est une solution après-demain pour que n'importe qui, exactement. Alors, l'image qui arrive là maintenant, en vérité, tout simplement, c'est les locaux de SpaceX que tu vois. Et en fait, cette espèce d'aurore boréale que tu vois là-haut, enfin, cette espèce de ligne comme ça qui est tirée, c'est tout simplement un satellite SpaceX qui a été lancé juste à côté de la maison mère SpaceX. C'est très futuriste. Hein. C'est très futuriste. Alors, je t'ai dit, on va voyager dans le temps et on va voyager dans l'espace. Je t'avais promis, et c'est rien du tout. Alors, il faut savoir un truc, c'est que cette constellation de satellites, ils veulent la mettre sur une orbite basse. C'est-à-dire à peu près à 30-40 km, je crois, de la Terre, ce qui est un peu plus élevé, beaucoup plus élevé, même plus. Je n'ai pas les chiffres exacts, donc je ne veux pas dire de bêtises. Mais en gros, en fait, ils veulent les mettre sur une orbite basse, ce qui leur permettrait d'avoir, en fait, des temps de latence d'Internet qui seraient entre 25 et 35 millisecondes de temps de réponse par rapport aux 600 millisecondes actuellement proposés par des satellites beaucoup plus hauts qui te proposent aussi Internet, qui sont extrêmement coûteux et qui en plus te donnent un temps de latence, c'est-à-dire 600 millisecondes pour une donnée envoyée. Tu dois attendre 600 millisecondes avant que la donnée revienne. Là, on est à 20 fois moins quasiment, puisque 60, 30, on est à quasiment 20 fois plus rapide avec cette technologie-là. La photo que tu vois là ici, en fait tout simplement c'est SpaceX en 2015, donc il y a tous les employés, ils ont l'air d'être plutôt contents. Et en fait SpaceX se sont différenciés des autres sociétés. Tu sais quoi, je te dis rien, je te laisse regarder la prochaine vidéo et je pense que ça va te scotcher. Regarde. Alors on a l'impression que c'est un lancement de satellite, de fusée. Fusée un peu bizarre parce qu'elle n'a pas la forme qu'on a l'habitude de voir. On dirait une cuve qui est là. Exactement. Tu vois qu'elle ne part pas tout droit, elle ne part pas plus fort que ça. On est c'est Cap Canaveral, là, on est en Floride. Oui, monsieur. Regarde ce qui se passe. Cette fusée décolle à peu près à 500-600 mètres du sol. Stationnaire, elle ne bouge pas. Et là, attention à ce qui va se passer. La fusée atterrit. Donc ils ont envoyé une fusée, ce qui semblerait être une fusée, et ils ont réussi, voilà, tu le vois là avec une caméra embarquée, ce qui est spectaculaire à voir. Donc ce sont des essais en fait que SpaceX font pour tout simplement en fait faire des fusées réutilisables. D'accord ? Donc pour expliquer en vraiment quelques mots le fonctionnement d'une fusée, en fait, tu as ce qui s'appelle, en fait, je sais pas si tu visualises un petit peu une fusée, c'est une espèce de gros tube en général avec plusieurs tubes à côté qui sont ce qu'on appelle des boosters, qui eux en fait vont donner toute la puissance, la poussée initiale qui va permettre à la fusée d'aller les premiers kilomètres. Donc en général, c'est 1 minute 30, 2 minutes. Et au bout d'un certain temps, cette partie-là se décroche, tombe dans l'atmosphère, et la fusée après a plusieurs étages et en fait va au fur et à mesure consommer tout le carburant et détacher toutes les autres fusées. Alors, en général, il reste le compartiment en haut dans lequel tu as les astronautes, et après tu as ce qui s'appelle le cargo, qui est en fait ce qui peut être considéré comme un coffre. Et en fait, dedans, tu as toute la charge utile qu'on va envoyer dans l'espace. Je
te propose de regarder la vidéo suivante, qui je pense va t'impressionner aussi. Donc c'est une vidéo là en fait qui te montre une fusée qui est envoyée par SpaceX. Alors là on ne le voit pas très bien, mais en fait tu vas le voir peut-être sur un autre angle. Donc la fusée démarre, tout ce qu'il y a de plus classique, je dirais, dans une fusée, dans un lancement tout simplement. On voit que la fusée part, elle a une orbite qui est tout à fait classique, une poussée qui est relativement classique. Là tu vois bien qu'il y a les 2 boosters qui bombardent, hein, tu les vois sur le côté. Et je ne parle pas et je te laisse regarder ce qui va se passer. Alors descend là. Alors en fait, elle part en fait en courbure. Là, ce que tu vois là, ce sont 2 boosters, les 2 fameux boosters qui doivent normalement exploser, qui viennent en fait tout simplement se reposer sur le sol et qui sont entre guillemets réutilisables. Alors, on s'en rend peut-être pas forcément compte. Société américaine, accord avec la NASA. Exactement. Et gros projet, donc de multiplier a priori les départs vers l'espace, puisque clairement, là, ils veulent pouvoir réutiliser un maximum de parties des fusées. Exactement. Donc, c'est vraiment le parti pris qui a été pris par... Enfin, en tout cas, c'est le parti pris de Tesla. C'est-à-dire que pour réduire les coûts, ils ont envoyé plus de 90 ou 100 fusées. Voilà, et regarde. Et là, il y a le deuxième qui vient se poser et on entend les gens crier. Donc, en fait, il faut vraiment comprendre que les 2 boosters, c'est incroyable. Ouais. Ah oui, non, mais là, bien sûr. Parce que la NASA qui travaille depuis 60 ans... En fait, c'est des coûts qui sont phénoménaux, puisqu'à chaque fois en fait, qu'on crée un booster, en fait, c'est comme une assiette jetable. Ouais. C'est un appareil photo jetable, tu prends les photos, tu jettes. Alors que là, ce qu'on voit en fait à l'écran, c'est tout simplement une fusée, en tout cas un booster qu'on est capable après de réutiliser. Et on parle le booster de dizaines, centaines de millions. Ah oui, non, mais c'est colossal. Les chiffres sont colossaux. Donc, il y a pas mal de sociétés aujourd'hui qui reprennent un petit peu les mêmes mécaniques. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur le net, justement, sur plein de fails, plein d'échecs de boosters qui retombent sur le côté et qui s'écrasent, qui ne tombent pas là où il faut. Il faut se rendre compte que, d'un point de vue ingénierie, c'est de l'horlogerie, mais puissance 1000, parce qu'il faut que ça tombe au millimètre près. Il faut que ça arrive avec un certain degré. Il faut que ça arrive avec une certaine vitesse. Si ça arrive trop vite, ça tape. Température. Exactement. Au niveau de la température, il faut des matériaux qui tiennent énormément la chaleur. Il faut que tu aies assez de carburant pour pouvoir envoyer ta fusée et après refaire venir le booster. Donc SpaceX, les amis, je voulais juste vous montrer un petit peu ce qui se fait aujourd'hui. Je te l'ai dit, take a break, on va en apprendre beaucoup de choses. Je vous invite vraiment à regarder ce que fait SpaceX. Ils ont de très très gros projets. Ils veulent aller sur la Lune. Ils veulent, comme je l'ai dit, conquérir l'espace. Et ça nous amène à notre deuxième sujet, le paradoxe de Fermi. Est-ce que tu sais ce que c'est que le paradoxe de Fermi? Non, je ne connais pas. Mon cher Jérôme. Avant de parler du paradoxe de Fermi, j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse sur le projet Hubble. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'Hubble? C'est un télescope. C'est un télescope, exactement. Un gros télescope. C'est un télescope que vous voyez actuellement sur votre écran. C'est un télescope spatial. Donc, ce que veut dire un télescope spatial, c'est-à-dire en fait, c'est un télescope qui n'est pas sur Terre, qui n'est donc pas perturbé par toutes les ondes qu'il peut y avoir, qui n'est pas perturbé par la pollution, qui n'est pas perturbé par les nuages, qui n'est pas perturbé par les satellites, qui n'est pas perturbé par tout ce qui se passe à l'intérieur de notre couche d'ozone. Il est vraiment en dehors. Et donc, c'est le badass des télescopes. Il y a rien au-dessus. Est-ce que tu sais quel âge il a? Ce que tu vois là sur l'écran, à ton avis, quel âge ça a? Ça a 10 ans? Un peu plus. 20 ans? Un peu plus. 30 ans? Ça a 30 ans, oui. 24 avril 1990. Wow. C'est, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, moi, mon père, il roulait en Renault 21. Les États-Unis, eux, ils envoyaient un engin de 11 tonnes dans l'espace pour faire des photos. Alors, quelle photo, quand tu y penses? Je veux dire, c'est noir, on voit rien. Enfin, je veux dire, on voit des étoiles, on voit la galaxie de Centaure, on connaît tout un tas de choses. La planète Terre toute bleue, avec les océans. On voit la Lune, tout notre système solaire qu'on connaît avec toutes les planètes. Techniquement, tu peux te dire, on peut aller jusqu'à la Voie lactée, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment y voir? Avant de vous montrer la photo que vous allez voir maintenant, petite parenthèse, une image Full HD, donc ce qu'on appelle aujourd'hui une image Full HD. Si on regarde sur notre plateau aujourd'hui, vous avez l'écran qui est juste là. On va dire que cet écran a une image Full HD, ce qui veut dire qu'il a 1920 lignes sur 1080 colonnes. Ça veut dire qu'il a approximativement, l'écran que vous voyez là, on va dire qu'il a 2 millions de pixels, 1920 par 1080, ça fait 2 millions, 70 000, etc., etc. Sur tout cet écran-là, je vous demande de prendre un pixel, c'est-à-dire un tout petit point vraiment qui constitue l'un des 2 millions de points. Sur ce petit point-là, je vous demande de regarder 7
Et ces 7%-là, c'est l'image que vous voyez actuellement sur votre écran, c'est ce qu'a photographié Hubble. Regardez l'image, je vous laisse quelques secondes. Ça, c'est 7%. Ça, c'est 7% d'un pixel, de 2 millions de pixels de l'univers observable. Il y a plus de 3000 galaxies. Sachant que l'univers... Alors, c'est important de dire que ça a été photographié dans l'hémisphère nord. On s'est dit, bon, on a peut-être eu un coup de chance, mais on fait pareil dans l'hémisphère sud. On refait la même expérience. On remet Hubble, on le positionne sur un endroit qui est relativement sombre, on lui demande de photographier pendant plus de 8 jours, de rester vraiment sur la même image, et on lui dit, tu nous fais la même photo. On a eu exactement la même chose. Exactement la même chose. Déjà, ça veut dire deux choses. Déjà, ça veut dire que l'univers, il est immense, et ça veut dire que l'univers, il est homogène. C'est-à-dire que peu importe où tu regardes dans l'univers, techniquement, tu peux t'attendre à voir approximativement la même chose. OK ? Voilà comment est-ce qu'on parle du paradoxe de Fermi. Je vous montre aussi deux petites images supplémentaires qu'a fait Hubble au cours de ces 30 années. L'image que vous voyez là maintenant, c'est une image en fait qui montre un petit peu ce qu'on appelle, c'est une espèce de fleur, comme ça on peut l'apparenter. C'est important aussi de signaler, les amis, ces images ne sont pas trafiquées. C'est pas photoshopé, personne n'est venu mettre un filtre Instagram dessus, c'est tel quel. Les images sont épurées, c'est-à-dire qu'on va enlever en fait si jamais il y a un satellite qui passe au même moment, si jamais il y a des projectiles, si jamais il y a des ondes boréales, etc. qui viennent frapper le capteur, on enlève ce genre d'image-là. Donc là, la première image que vous voyez, qui était très très belle, je te propose de voir une deuxième image. Cette image-là, c'est ce qu'on appelle les colonnes de la création. Regardez ce que c'est. Ça, c'est ce qui est visible dans l'espace. Incroyable, on dirait une sculpture. C'est une sculpture. Ça, c'est dans l'espace que tu vois. Donc ça, c'est Hubble qui a pris cette photo. Maintenant, la question qu'on peut se poser, en tout cas, ce qu'on est à même de se dire, c'est que, approximativement, on a 100 milliards à peu près de galaxies dans l'univers observable. D'accord ? L'univers, tu sais à peu près combien d'années on estime l'univers ? Non. 13,4 milliards d'années. D'accord ? Donc c'est ce qu'on estime aujourd'hui le Big Bang, qu'on y croit ou pas, d'un point de vue scientifique, ce qu'on est capable d'observer aujourd'hui dans l'univers, on est capable de remonter jusqu'à 13,4 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire qu'on peut regarder jusqu'à 13,4 années-lumière, sachant qu'une année-lumière, c'est à peu près 10 milliards de kilomètres. Je ne saurais même pas l'écrire. Donc tu prends ce chiffre, tu le multiplies par 13 milliards d'années-lumière, et tu as à peu près la distance techniquement qu'on a déterminée de l'univers. C'est colossal. D'accord ? Donc on a à peu près 10 milliards de galaxies, certains disent jusqu'à 20 fois plus. On n'en sait pas exactement. Moi, ce que je te propose, c'est de prendre ce chiffre-là, 10 milliards, pour ce paradoxe de Fermi. Chaque galaxie, en moyenne, elle a entre 100 et 100 000 milliards d'étoiles. D'accord ? Sachant que notre ciel, notre Soleil, est une étoile dans notre galaxie, notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée. La Voie lactée. Exactement. Oui. Imaginons, on va prendre un petit chiffre tout bête, imaginons que 5% de ces étoiles seraient similaires à notre Soleil. D'accord ? Donc on va dire qu'il y a à peu près 500 milliards d'étoiles qui seraient similaires à notre Soleil à nous dans l'univers observable. Sur ce chiffre-là, on va dire que 5%, c'est des chiffres qui sont très bas, hein, on va dire que 5% de ces étoiles ont techniquement une exoplanète qui est similaire à la nôtre. C'est-à-dire qu'une planète qui a de l'eau, qui est une planète rocheuse, avec de l'eau, avec de l'oxygène, avec une couche d'ozone qui ne soit pas trop grosse, pas trop petite, puisque Mars a aussi une couche d'ozone, mais elle est très petite, donc potentiellement peut-être qu'il y a eu de la vie là-bas, mais aujourd'hui il ne peut pas y avoir de vie sur Mars. Approximativement, il y aurait 25 milliards de planètes similaires à la nôtre dans l'univers. Pour te donner un tout petit truc, pour comprendre un petit peu ce que veut dire 25 milliards de milliards, c'est 20 fois plus que le nombre de grains de sable qu'il y a sur Terre. Il y en a beaucoup des grains de sable. D'accord ? On dit aujourd'hui que la planète, elle a 4,5 milliards d'années. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas, c'est une chose. Mais en tout cas, scientifiquement parlant, on estime que notre Terre, elle a 4,5 milliards d'années. Et comme je l'ai dit, l'univers, il a 13 milliards d'années. Techniquement, si on dit qu'on a 25 milliards de planètes, potentiellement, il y aurait d'autres civilisations. Ouais, d'autres formes de vie. Exactement. Maintenant, ça fait, tu le disais, ça fait 50, 60 ans qu'on regarde au-dessus de notre tête. On n'entend rien, on ne voit rien, aucun signal radio, aucun retour, aucune civilisation, il n'y a pas d'ovni, à ce que je sache.
Aux États-Unis, on en dit oui, la zone 51, etc. Mais il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'ondes radio qui nous parviennent. Donc, Fermi, en fait, c'est un physicien italien qui s'appelle Enrico Fermi, qui est né dans les années 50. Il était en train de parler avec des amis à lui, physiciens, dans les années 50, et il s'est dit, s'il y avait vraiment des civilisations extraterrestres, on devrait avoir des représentants, on devrait voir quelqu'un. Mais où ils sont, tous ces gens-là? Alors, pour vraiment bien comprendre, je voudrais qu'on se concentre tous les deux sur la Voie lactée. 1 milliard à peu près d'exoplanètes. Il y a à peu près 20 milliards d'étoiles. On va dire qu'il y a 1 milliard techniquement il y a 20 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, à peu près, de ce qu'on sait voir à peu près et des estimations. Donc on peut imaginer qu'on peut dire qu'il y a 1 milliard d'exoplanètes. Sur les 1 milliard, si une planète sur 1000 disposait de vie, on peut dire qu'il y aurait 1 million de planètes avec une forme de vie. On va en prendre qu'une seule. Et on va dire que cette planète-là, elle a 5 milliards d'années. La nôtre, elle a 4,5. Donc c'est-à-dire que techniquement, il y aurait une planète proche de nous qui aurait un demi-milliard d'avance technologique sur nos technologies à nous. Regarde ce qu'on a été capable de faire en 200 ans. Il y a 200 ans, on était encore avec des chevaux. Aujourd'hui, on parle des voitures volantes, on parle des voitures électriques, on parle de la 5G, on parle d'aller coloniser Mars avec SpaceX. Donc en 200 ans, on a fait un bond technologique qui est spectaculaire. Imagine que quelqu'un qui vivait il y a 200 ans, même au Moyen-Âge, il arrive aujourd'hui, il fait un voyage dans le temps, et il arrive aujourd'hui, en 2020, et il voit des Tesla, il voit des voitures autonomes, il voit des gens qui partent sur l'espace. Le choc serait terrible. Maintenant, imagine-toi au lieu de 1000 années, ce qui pourrait se passer si d'un seul coup, on prendrait, nous, le choc d'un demi-milliard d'années de technologie. Inimaginable. C'est inimaginable. D'accord ? Donc le paradoxe de Fermi, il est là. Comment c'est possible que certaines planètes auraient potentiellement un demi-milliard d'années d'avance sur nous et qu'elles ne nous auraient pas envoyé un vaisseau, qu'elles ne nous auraient pas colonisé, qu'elles ne seraient pas venues nous voir, qu'elles ne nous auraient pas envoyé un signal radio. Il y a des planètes qui sont à plusieurs années-lumière, ce qui veut dire que ce qui nous arrive de eux, c'est en vérité ce qui se passait il y a plusieurs années-lumière, ce qui veut dire que c'est énorme, une année-lumière d'un point de vue technologique. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne voit rien ? Alors, il y a plusieurs solutions à ça. Et ça, c'était théorisé il y a 70 ans. Ça a été théorisé il y a 70 ans. C'est incroyable. C'est incroyable, exactement. Et c'est surtout qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on ne trouve toujours pas d'explication à ce fameux paradoxe. C'est-à-dire qu'on se rend de plus en plus compte que l'univers est immense, qu'il y a vraiment des exoplanètes. On trouve des exoplanètes. Il y a un système solaire qui a 40 années-lumière de chez nous, qui a 4 exoplanètes qui tournent autour d'une naine rouge. On ne peut pas aller le voir, puisque pour y aller, ça nous prendrait 40 années-lumière, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit capable de voyager à la vitesse de la lumière pendant 40 ans pour aller là-bas, et pour recevoir un message qui dirait juste, même ne serait-ce qu'une photo, il faudrait que cette photo mette 40 ans pour revenir. Donc avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, il nous faudrait 80 ans, un peu fatigué, il nous faudrait 80 ans pour aller et avoir ne serait-ce qu'une photo pour comprendre ce qui se passe là-bas. Donc ce serait impossible, c'est vraiment impossible. Alors il y a plusieurs explications, et je vais en prendre qu'une seule, parce que sinon on pourrait en parler des heures. L'échelle de Kardashev. L'échelle de Kardashev, en fait, c'est une échelle qui dit qu'il y a 3 types de civilisations. Il y a la civilisation qui est de type 1, qui est une civilisation en fait, qui va exploiter les ressources de sa planète. On estime aujourd'hui que la planète Terre, on est à peu près à 0,7 sur cette échelle-là. Donc on est à 0,7 sur 1. Les scientifiques estiment que d'ici un siècle ou deux, on devrait normalement atteindre le palier, on devrait aller jusqu'à exploiter la totalité des ressources qu'on a sur la planète Terre. Le deuxième tiers, en tout cas le deuxième niveau, c'est une planète, ou en tout cas une civilisation qui exploite les ressources de son étoile. Tu te rappelles, aller sur Mars, aller sur la Lune, on s'y rapproche. On parle encore une fois, là c'est très important que l'échelle de Kardashev, ce n'est pas une échelle qui parle à 100, 200, 300, même 1000 ans. C'est des siècles, des dizaines et des centaines de siècles d'évolution et de technologie qui permettraient à une civilisation quelconque, de pouvoir aller récupérer de l'énergie, techniquement, de son étoile, donc de notre Soleil. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça ? On pourrait imaginer avoir une espèce de grosse cage qui entourerait le Soleil et qui serait capable d'extraire de l'énergie. On va très loin, dans le temps, dans l'idée, dans la folie, mais scientifiquement parlant, c'est possible. C'est possible. Le troisième tiers, c'est une civilisation qui exploite les ressources de toute sa galaxie. On a exploité notre Soleil,
on va l'exploiter. En tout cas, on a exploité notre étoile. On a les capacités techniques d'aller potentiellement aller exploiter les étoiles voisines et d'aller dans, techniquement, ce qui semblerait être pour nous la Voie lactée. Une autre galaxie. Et aller comme ça coloniser les petites galaxies. Alors, on parle aujourd'hui d'aller coloniser Mars, mais techniquement, on pourra aller coloniser Saturne, on pourra aller coloniser Pluton, voilà. On pourra aller coloniser toutes ces planètes-là. On parle d'Europe, qui est un des satellites de Saturne, qui est un satellite, en fait, qui est une lune, qui est composée exclusivement d'eau. Comment c'est possible ? Donc, toutes ces choses-là, on se dit, OK, potentiellement, scientifiquement parlant, technologiquement parlant, on ne sait pas comment, mais il est possible de le faire dans un avenir très lointain, certes, mais il serait possible de le faire. La question qu'on se pose, c'est si toutes ces étapes-là sont réelles, comment ça se fait qu'aucune civilisation n'ait atteint un niveau assez avancé d'évolution pour le voir ? Je veux dire, une société qui exploiterait ce genre de ressources, ça demanderait des ressources et de l'énergie de façon considérable. Donc on devrait voir des signaux, on devrait voir des galaxies qui ont une activité énergétique extrêmement importante. Pourtant, on ne voit rien. Il y a deux solutions. La première solution, c'est qu'en vérité, on soit les premiers, on soit les plus avancés de notre galaxie. En avance. C'est possible. En fait, il y a même plusieurs solutions. La première solution, c'est qu'en vérité, il y a de la vie un peu de partout, mais en vérité, il faut se rendre compte que pour avoir de la vie, c'est très compliqué. Il faut avoir des cellules complexes, il faut que les cellules arrivent à se reproduire, il faut avoir une forme de vie intelligente, il faut réussir à ne pas avoir de météorites, il faut réussir à survivre avec tout ce que l'univers peut comporter. Donc rien que là, on peut se dire, on est peut-être la civilisation la plus avancée. On peut se dire aussi qu'on est une civilisation moyenne, qu'il y a plein de civilisations qui sont beaucoup plus avancées que nous, mais pour des raisons économiques, pour des raisons de développement, ils décident en tout cas, ces fameuses civilisations-là, de ne pas venir nous voir. Pour tout un tas de raisons. Imaginons par exemple qu'il y ait des pays en développement en Afrique, où il y ait des tribus comme ça en Amazonie, on n'a pas forcément envie d'aller leur donner un téléphone. Le choc serait beaucoup trop grand, et qu'est-ce qu'ils pourraient en faire ? Je veux dire, ils ne peuvent pas sauter autant d'étapes. Il faut les laisser se développer, parce que peut-être qu'ils peuvent trouver eux aussi d'autres façons. On parle des Aztèques qui ont développé des technologies qui étaient folles pour leur époque. C'est une civilisation qui n'existe plus aujourd'hui. Peut-être qu'ils auraient pu inventer quelque chose de fou qu'on a raté parce qu'on a éteint cette civilisation-là. Donc il y a aussi cette explication-là qui tendrait à dire que des civilisations beaucoup plus avancées que les nôtres nous regarderaient, savent qu'on existe, mais nous laissent nous développer à notre rythme pour éventuellement trouver quelque chose qu'eux n'auraient pas trouvé à notre époque ou même à une époque plus avancée. Ça, c'est les deux solutions un peu sympas. Et la solution un peu moins, qui tend à dire qu'il y a une espèce de barrière qui fait que quand on arrive au deuxième stade, quand on arrive éventuellement, quand on est proche du troisième stade, il se passe forcément quelque chose qui fait que la civilisation en question, en fait, elle va tout simplement être éteinte. De plein de façons possibles. On a parlé d'une météorite, on peut parler d'un système, d'un soleil qui va rentrer, qui va avoir différentes ondes, qui va commencer à perturber la Terre-mère, ou en tout cas une certaine partie de la galaxie. Il peut y avoir aussi des guerres. On se rend compte qu'il peut y avoir aussi une guerre à l'intérieur de cette civilisation qui fait que la civilisation peut se détruire. Il y a encore 30 ans, 40 ans, quand il y avait la bombe atomique, les gens ne pensaient pas aller sur la Lune. Ils pensaient à survivre en cas de guerre. Si jamais il y avait une bombe, on aurait pu détruire la Terre. Donc il y a toutes ces choses-là aussi qui rentrent en compte, qui font que peut-être qu'au final, ce qui nous attend, c'est cette espèce d'étape fatidique qu'aujourd'hui... Moins sympa le troisième scénario. Personne. Ah oui, il est moins sympa. Il peut être devant nous, il peut être aussi derrière nous. Peut-être qu'on l'a passé et qu'au final, comme je le disais, on est peut-être les premiers. Donc le paradoxe de Fermi, il peut se résoudre de tout un tas de manières. C'est un paradoxe que je vous invite vous aussi à réfléchir. N'hésitez pas à réagir, on est allé très loin dans le temps, dans l'espace. On vous a un petit peu oublié, je suis vraiment désolé. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #Tandem, l'émission Take a Break. On passe tout de suite à la dernière partie. Petite brève de news, c'est tout de suite. Bref de news, en 2019, Israël a tenté l'exploit d'envoyer un robot sur la Lune. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Vous le voyez sur votre écran, une photo magnifique de ce fameux robot qui était vachement loin, en tout cas là ici sur cette photo de la Terre. Malheureusement, la photo que vous voyez juste après, c'est la dernière photo connue à ce jour de ce robot. Le robot est arrivé beaucoup trop fort sur la Lune, on en parlait avec SpaceX, chirurgical. Oui. Malheureusement, ça n'a pas pu être fait.
Officiellement, ce qui a été dit, c'est que la sonde Bereshit n'a pas achevé avec succès son atterrissage sur la Lune. C'est ce qu'a déclaré le centre de contrôle de la mission spatiale. Le Premier ministre, quand ça s'est passé, a de suite pris la parole en disant qu'Israël a la volonté de refaire une nouvelle expérience. Donc on espère en tout cas que l'expérience prochaine sera positive. On reste dans le Moyen-Orient avec le futur rover lunaire des Émirats Arabes Unis. Vous le voyez sur votre écran, eux aussi se sont dit pourquoi pas, nous aussi. C'est un peu le projet commun de beaucoup de pays. L'Inde aussi a tenté, ils se sont écrasés, Israël, les États-Unis, tout le monde veut retourner sur la Lune ces derniers temps. Alors c'est relativement fou ce qu'ils veulent faire. Alors vous le voyez sur votre écran. Alors ils veulent étudier la surface de la Lune. Ils vont envoyer plusieurs systèmes scientifiques pour pouvoir l'étudier avec plusieurs caméras, des caméras thermiques. Ils veulent comprendre ce qui se passe dessus. Leur but à terme 2024, c'est de pouvoir implanter là-bas quelque chose. Enfin en tout cas une station lunaire. Pourquoi pas? Soyons fous. Donc ce serait en tout cas le premier robot dans le monde arabe à aller sur la Lune, et c'est quand même une performance pas négligeable. 2022 annoncé, donc c'est plutôt pas mal. C'est demain. C'est pas mal, hein, ouais. Quand tu vois qu'il y a encore quelques années, ils étaient très loin de se poser ce genre de questions-là. Aujourd'hui, voilà ce que veulent faire les Émirats Arabes Unis. Dernière petite news, comme ça la boucle est bouclée, SpaceX et Microsoft s'associent pour connecter le réseau de satellites Starlink à travers le cloud. Tu me demandais comment marchait Internet avec des satellites, c'est exactement comme ça que ça va marcher. Avec plusieurs boîtiers en fait. Donc ce que vous voyez là sur votre écran, c'est en vérité c'est un espèce de cloud, un mini cloud qui serait déployé par Microsoft, connecté avec le satellite SpaceX, avec le satellite donc du réseau Starlink, et qui pourrait comme ça communiquer avec différents serveurs sur le monde, et après renvoyer ça au Starlink pour que le Starlink puisse le renvoyer chez nous. Toujours en millisecondes, quoi. Ah oui, c'est 25-30 millisecondes, c'est tout petit. Et on finit encore une fois, ce que vous voyez sur votre écran, je voulais vous garder le meilleur pour la fin, c'est ni plus ni moins qu'un satellite Starlink. Voilà à quoi ça ressemble. Il va y en avoir officiellement 12 000, potentiellement 42 000 qui vont tourner autour de notre belle planète. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Jérôme, j'espère que tu as appris des choses. J'ai appris énormément, et ça me laisse à la fois songeur, rêveur, avec une pincée d'inquiétude par rapport aux différents scénarios qu'on a évoqués. Mais ouais, grande découverte ce soir. Merci beaucoup, David. Merci à toi, merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris un break technologique. J'espère que vous avez take a break, comme on le dit chez nous, sur Tandem 2.0. Vous pouvez éteindre votre navigateur et reprendre une activité normale. Ciao tout le monde.